Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo sur How to Pawn. Aujourd'hui, on va apprendre le Return Oriented Programming, qui est une attaque sur des fichiers binaires. On va le voir dans ELF x86, architecture i386. Ça sera plus pour l'exemple, mais l'attaque reste la même sur toutes les architectures, sur n'importe quelle plateforme. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis ici directement ben, vous comprenez, de support dédié. On va commencer par un truc très simple qui sont les rappels. Alors, si vous n'êtes pas fan des rappels et que vous connaissez déjà parfaitement la chose, je vous invite à aller un peu plus loin dans la vidéo. Sinon, je vais vous expliquer déjà qu'est-ce qu'un programme, pardon, qu'est-ce qu'un programme en mémoire. Alors, un programme en mémoire, c'est différents segments en fait. Alors, les segments sont situés sur la droite. Alors, le kernel n'est pas un segment, mais je le mets pour vous dire que le kernel est mappé vers les adresses hautes. Mais sinon, vous avez plusieurs segments. Alors, en premier, dans les adresses hautes, on a la GNU Stack. GNU Stack qui comprend en fait l'ensemble de votre stack, ça veut dire votre pile d'exécution. C'est-à-dire les endroits où on va stocker des datas et rentrer dans des fonctions, etc. etc. Bref, c'est un espace de stockage local. Alors, la stack, elle est faite de plusieurs stack frames. In stack frame, qu'est-ce que c'est? Bah, comme vous le voyez un peu plus sur la gauche, c'est constitué de la sauvegarde du registre EIP, de la sauvegarde du registre EBP et des datas locales. Quand on va parler de data locale, si imaginons en C vous faites un int x égale 3, eh bien vous allez enregistrer x dans votre stack. Et alors vous avez après le petit ESP, le registre ESP qui pointe vers tout simplement le top de la stack. Ensuite, vous avez les libs qui sont chargés en mémoire. Alors les libs ne sont pas tout le temps chargés en mémoire parce que si vous compilez avec le flag statique, statique, eh bien elles ne seront pas chargées ici. Mais dans le cas par défaut, elles seront chargées. Et elles sont chargées juste après la stack. Alors, c'est pas continu, c'est pour ça que je vous ai mis les trois petits points. C'est que en fait, l'espace mémoire enfin, l'espace mémoire d'un programme n'est pas continu. C'est segmenté. Ensuite, on a la heap, le tas, c'est là où on fait l'allocation dynamique, là où vous allez faire des malloc, des free. Et alors, bon, je vais pas m'attarder dessus, mais il faut savoir que la heap sous Linux, en ce moment, c'est ptmalloc 2, POSIX threads malloc version numéro 2. On continue avec un premier segment ptload, donc là je vous montre vraiment les segments de base, ceux qui sont nécessaires aujourd'hui pour un fichier de type ELF. On a .bss, qui est une section. C'est ça la grande différence entre segment et section, c'est qu'un segment, ça contient un ou plusieurs sections. .bss qui est la section qui contient que des zéros, et qui est là pour les variables globales non initialisées. On a ensuite .data qui est là pour les variables globales disponibles aussi en écriture. .got.plt qui est en fait ce qu'on appelle la table de relocation. Global Offset Table concernant la section PLT. En fait, ce sont toutes les fonctions. C'est un tableau de pointeurs sur fonction et vous allez pointer directement vers une fonction de la libc ou si vous enfin une fonction d'une lib. Et si vous ne l'avez pas trouvé, on va justement trouver sa location. C'est pour ça qu'on appelle une table de relocation. .got qui en fait fait la même chose, hein, mais ça c'est un tableau plutôt de variables, de pointeurs sur variables. Et donc là vous pointez directement sur une variable de la lib, d'une lib. Point fini et point init qui sont respectivement destructeurs et constructeurs. Alors, ce sont des tableaux aussi de pointeurs sur fonction. Quand on vous parle de destructeurs, ce sont tout simplement les fonctions qui sont appelées après main et constructeurs avant main. Aussi simple que ça. Et ensuite, vous avez le dernier ptload qui contient data, read only data, donc les variables globales initialisées et constantes surtout, où vous ne pouvez pas les modifier. Point texte qui contient le code de votre programme. C'est là où vont se situer tous les appels et toutes les procédures. Et .plt, Procedure Linkage Table, qui contient les fonctions utilisées dans .text. Voici ce qu'il faut comprendre sur un programme ELF, voici comment il est organisé. On va faire aussi des rappels sur l'assembleur Intel x86, parce que parfois les personnes dans l'informatique ne connaissent pas assez bien l'assembleur, et donc on va un peu le rappeler.
Vous avez quatre registres principaux qui sont AX, BX et XDX, donc A, B, C, D. On peut les couper en plusieurs morceaux, hein. On a E, A, X. Alors j'ai fait l'exemple avec EBX, donc on va prendre EBX. EBX qui est Extended registre B, qui est sur 32 bits. BX qui est sur 16 bits. BH et BL qui constituent une partie de BX, et donc aussi de BX. BH qui est la partie haute et BL la partie basse. Et sachant qu'en Intel x86-64, vous aurez les registres RAX, RBX, RCX et RDX. Vous avez aussi deux registres de pointeurs qui sont ESI et EDI. Donc si vous pointez, imaginons, sur une string ou n'importe quoi, eh bien ce sont ces pointeurs-là que l'on va utiliser. Vous avez ensuite les registres de segments, CS, DS, SS, etc. Bref, ce sont juste des registres de segments, donc où se situe le code dans mon programme, où se situe le point data et où se situe la stack. Vous avez EIP, qui est en fait le pointeur sur la prochaine instruction. Alors moi j'ai eu du mal au début à comprendre vraiment ce que ça voulait dire. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que EIP pointe sur la prochaine instruction que vous allez exécuter. Donc si vous exécutez en ce moment quelque chose qui fait 1 plus 2, vous pointez alors normalement sur 1 plus 2. Et ensuite, à la fin de l'instruction, on va faire plus 1 et on va voir ce qui se passe. Et donc là c'est pareil, si un jour vous faites 1 plus 2, et ben vous allez avoir EIP qui est sur l'instruction 1 plus 2. Et si vous appelez une fonction, imaginons affiche sur l'écran, et bien là vous allez rentrer, EIP va prendre une valeur qui est l'adresse de la fonction affiche sur écran. Ça veut dire qu'en fait EIP est un pointeur qui va se déplacer vraiment dans la mémoire et va suivre les instructions petit à petit. Vous avez EBP qui constitue le bottom de la stack frame courante et ESP le top de la stack frame ou de la stack en général, ça marche aussi. En termes de syntaxe, alors c'est pas la syntaxe officielle, hein, je vous la simplifie, c'est des petits rappels. Vous avez instruction, destination, source, commentaire. Alors commentaire qui est facultatif évidemment. Ce qu'il faut imaginer, c'est que si vous dites je vais ajouter 3 à EAX, vous allez faire add EAX 3. La destination c'est EAX. C'est dans EAX que vous allez ajouter une valeur. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est destination égale destination plus source, imaginons. Vous avez ensuite les principes de push-pop dans la stack. Alors c'est très simple à comprendre. Dans votre stack, imaginons si la première valeur c'est 0xdead et que vous faites un pop EAX, ça veut dire que vous allez popper de la stack, vous allez enlever une valeur de la stack et vous la mettre dans EAX, et bien vous allez vraiment l'enlever et la mettre dans EAX. Tout simplement, c'est une assignation par rapport à la stack. Et quand vous allez faire un push, c'est un peu plus différent parce que EAX va garder sa valeur, mais vous allez aussi la mettre sur la stack. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Quelques rappels au niveau peut-être des instructions pour ceux qui ne sont pas à l'aise dessus. Move destination source qui est tout simplement un destination égale source, aussi simple que ça. Load effective address qui est de souvenir du déréférencement. Donc c'est-à-dire que... Alors ça c'est de souvenir, hein, je sais plus si c'est forcément bon. Non, je pense que load effective address c'est plutôt quand vous voulez charger directement une adresse dans un registre. Il faudrait que je revoie ça, hein. Alors l'information est peut-être erronée au niveau de Léa, de load effective address, je ne sais plus trop. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'assembleur. Push et pop qu'on a vu juste précédemment. Call, donc vous allez appeler une fonction, vous allez call une fonction. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites en premier un push EIP et vous allez jump sur la source. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez appeler une fonction, vous allez enregistrer la valeur de EIP sur la stack et vous allez dire maintenant je vais sauter sur ma fonction. Et ensuite, quand votre fonction est terminée, eh bien, vous allez revenir, parce que vous avez maintenant EIP qui est sur la stack, vous allez revenir dans votre ancienne stack frame et vous allez pouvoir exécuter la suite du code. C'est comme ça qu'il faut l'imaginer. Jump, du coup, tout simplement EIP égale source. Ret EIP, enfin on fait un pop EIP, ça veut dire que vous allez prendre la première valeur sur la stack et la mettre dans EIP. C'est utile du coup à la fin d'une fonction. À la fin d'une fonction, vous faites un ret généralement et vous allez prendre la valeur de IP et vous allez dire bah c'est bon, ret, je return, j'ai terminé. Leave, qui est tout simplement un move ESP EBP et pop EBP. Ça veut dire quoi? Là, c'est assez barbare, mais vous allez prendre le ESP, vous allez le mettre au bottom de la stack frame
Et EBP, vous allez lui dire, bah, prends la première valeur sur la stack frame qui est en fait la sauvegarde de l'ancienne EBP. Vous allez dire, bah, hop, EBP est égal à l'ancienne EBP de l'ancienne stack frame, tout simplement. CMP compare deux sources de données. Alors là, vous avez, ça va rentrer dans iflags, c'est plutôt iflags égale comparaison, qui est en fait un registre de souvenirs de 32 bits qui contient, bah, chaque bit contient en fait une valeur. Ça veut dire si mon résultat est égal à 0, si mon résultat overflow, si mon résultat est inférieur ou supérieur ou égal à 0. Enfin voilà, il y a ce genre de choses. Vous avez test qui est un et binaire, et XOR qui va XORer tout simplement, donc destination, XOR égale source. Et très utile quand vous voulez justement remettre une valeur à 0. Si vous faites XOR EX EX, en fait, bah, vous le mettez à 0. Alors à noter que là je vous ai vraiment décrit très brièvement les instructions, mais vous pouvez pas faire n'importe quoi avec celle-ci. Si un jour vous codez un assembleur, vous verrez vraiment les limitations. Là on est juste pour du reverse engineering, pour nous aider dans notre méthodologie de reverse. Il n'y a pas besoin de tout comprendre. Alors maintenant on va parler sérieusement, on va parler de gadget. Qu'est-ce qu'un gadget? Quand vous faites du ROP, du Return Oriented Programming, on va vous parler de gadgets. Eh bien un gadget c'est un chunk mémoire qui est en lecture et en exécution. Ça veut dire un chunk, un code exécutable. Alors un gadget c'est composé généralement, je parle vraiment de très généralement parce que on est quand même sur une attaque qui réutilise le code de l'application. On part sur deux composantes qui sont le payload et la redirection. Le payload, ça peut être n'importe quelle instruction que je vous ai présentée précédemment. Vous faites un push, vous faites un pop, vous allez faire un add, un XOR, ce que vous voulez. C'est une instruction. Mais celle-ci doit se terminer par une redirection. Si vous faites un pop juste après, ou un ret, alors un ret c'est le plus important. Imaginons que vous faites un int 0x80 ret, ça veut dire que vous allez prendre la prochaine valeur sur la stack. Et la prochaine valeur, vous pouvez sûrement aussi y toucher. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir rentrer rentrer un gadget et en rentrer un juste après. Ce qui fait que vous allez pouvoir enchaîner du code. En fait, vous allez à chaque fois prendre la valeur sur la stack et l'exécuter. Donc ça, c'est généralement ce qu'on fait. On fait un pop et un ret, ça peut se passer. Donc vous prenez une valeur sur la stack, parce que vous pouvez gérer la stack quand vous avez un problème de stack, hein. Vous pouvez écrire dans la stack. Vous prenez, imaginons un pop EAX ret, bah, vous prenez la valeur dans la stack, vous mettez dans EAX, et ret, pop EIP, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, en fait, c'est ma prochaine instruction à exécuter. Bah, je peux exécuter n'importe quoi. Encore un pop si je veux, même la même instruction. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Vous avez plusieurs types de payload et plusieurs types de redirection. Et selon ce que vous voulez faire, selon vos possibilités dans le programme, vous allez pouvoir utiliser certains ou d'autres. Alors on parle de gadgets, mais on parle aussi de return oriented programming. Qu'est-ce que vraiment ça veut dire de chaîner ces gadgets? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Alors là, je vous ai fait un petit schéma avec le football parce que c'est tout mignon. Mais un utilisateur va juste exécuter le programme vuln, imaginons qu'il s'appelle vuln, et vous allez pouvoir contrôler EIP. EIP va arriver dans un gadget. À la fin du gadget, comme je vous l'ai dit, on va essayer de chaîner un autre gadget. Donc on va prendre un deuxième gadget, un troisième, un quatrième, 5, 6, 7, 8, etc. Et le but c'est quoi? Quand vous faites une attaque de type ROP, c'est d'exécuter un shell généralement, hein, c'est le proof of concept. Mais vous allez surtout essayer eh bien, de recoder l'application, de lui faire prendre des chemins qu'elle n'aurait jamais dû prendre. À chaque fois, vous allez lui faire passer par différentes adresses, par différents gadgets, pour exécuter un bin-sh en tant que route. Alors vous l'avez compris, EIP, si on contrôle EIP, on contrôle tout le programme. C'est généralement comme ça que ça se passe. Et vous pouvez. Alors cette technique marche super bien parce qu'elle vous permet de bypasser les protections ASLR et ANX. Vous la verrez pas trop dans la vie réelle, malheureusement, parce que déjà ça date de 2007, donc c'est assez vieux. Et en plus de ça, ASLR et ANX à l'époque étaient des protections très robustes. ASLR permet aujourd'hui de randomiser les adresses de la stack, des libs et de la heap, ce qui veut dire que vous ne pouvez plus deviner où va se situer votre registre dans un programme. Et ANX va vous permettre de bloquer, d'empêcher une section d'être en écriture et en exécution. Parce qu'avant,
On faisait quoi? On faisait du shellcoding, c'est-à-dire qu'on mettait un code exécutable quelque part, on l'écrivait, imaginons dans la section .data, qui pour rappel est la section qui contient les variables globales initialisées en écriture. Alors non, à l'époque c'était plutôt la stack. Imaginons si vous faites plutôt sur la stack qui est en écriture et en exécution, eh bien vous pouvez juste écrire un shellcode, dire EIP, jump-moi sur ce shellcode, et c'est bon, c'est gagné. Vous n'avez plus rien à faire. Aujourd'hui c'est mort parce que même ces protections sont implémentées de base quand vous compilez avec GCC. Alors on parle de tout ça, on parle d'enchaînement de gadgets, et en fait un enchaînement de gadgets c'est ce qu'on appelle une rope chain. C'est l'attaque, c'est ce qu'on appelle juste une rope chain. Donc c'est la chaîne des gadgets qui constitue l'attaque. Alors l'attaque, votre rope chain, elle va être différente hein, pour chaque challenge, pour chaque programme vulnérable, mais il existe plusieurs techniques qui sont très connues. Alors la première, je l'ai apprise grâce au blog Hackendo, maintenu par Pixis, où en fait il faisait vraiment l'attaque traditionnelle du Return Oriented Programming. Donc on va prendre tout ce qui existe dans le code, et on va l'exécuter contre le programme pour exécuter un bin sh. En l'occurrence, ici, si on avait un int 0x80, donc un appel système, on pouvait faire mettre EAX à 11, trouver binsh quelque part, on s'en fout, euh, et surtout, il faut que EDI pointe sur binsh, mettre ESI à 0 et EDX à 0. Et vous faites, si à la fin vous faites un 0x int 80, int 0x80, vous allez avoir un shell. Donc ça c'est magique. Mais aujourd'hui, on a découvert plusieurs techniques et en fait, on va combiner l'Europe à des techniques de control flow attacks. Donc là, imaginons un red to pelty qui est une control flow attack qui va nous permettre surtout eh bien, de faire fuiter une adresse de la libc. Imaginons ici, c'est la libc, c'est n'importe quelle lib en fait, hein. Vous allez tout simplement, imaginons ici, je fais un puts. Donc puts, qui je rappelle, est la fonction qui affiche, hein, c'est une fonction qui affiche sur la sortie standard. Vous allez faire un push d'une fonction sur la god.plt, parce que vous y avez accès, et celle-ci eh bien, va tout simplement vous afficher son adresse. Il faut comprendre que ça va l'afficher. Donc si vous utilisez une fonction qui n'a jamais été appelée au moins une fois dans le code à ce moment-là, au moment de l'exécution de exploit du pawn, eh bien ça ne va pas marcher. Vous allez avoir une mauvaise adresse. Vous allez avoir en fait l'adresse du début de la god.plt. Parce que c'est un système de relocation et qu'en fait, lors du premier appel, dans un linkage dynamique, votre programme va essayer de, comme je vous l'ai dit avant, de situer ou de savoir où se situe en fait la fonction dans la lib. Et donc malheureusement, si vous ne le faites pas au moins une fois, eh ben, vous n'aurez jamais son adresse dans la lib. Ensuite, on va peut-être faire du read to main. Alors tout ça, je l'ai appris grâce au blog de Gelusha, hein, dailysecurity.fr. Read to main qui est tout simplement, en fait, c'est pas vraiment un read to main qu'on veut faire. Nous, c'est plutôt retourne tout fonction vulnérable. Parce que le but c'est de retrigger, imaginons un get ou n'importe quoi, quelque chose de vulnérable pour pouvoir continuer notre exploitation, mais avec de l'information supplémentaire. Et enfin, return to libc, et donc là, juste on exécute binsh. Donc voilà, tout bête. Alors, vous avez plusieurs outils quand vous voulez faire du ROP. Il faut y penser. Vous avez des débuggers, hein, GDB, Jeff, que j'utilise, PwnDBG, GDB-PDA, des assembleurs, GDB peut faire l'affaire, Radar 2 avec Cutter, IDEA, Binary Ninja, Ghidra, OBJDump, etc. Ouais, bref, vous en avez plein. Un fuzzer, AFL, ou le vôtre, parce que quand vous avez lu un peu le papier technique .txt de AFL, vous savez à peu près comment créer un fuzzer. En black box, c'est beaucoup plus compliqué, mais en white box, vous comprenez à peu près le concept. Un trouver de gadgets, on va penser surtout à Rob Gadget qui est très connu, mais vous avez aussi Xrop et Roper. Sinon, Ngrop, OBJDump, HXD, XXD. Bon, ça peut servir, mais attention quand même, parce qu'il faut quand même interpréter l'assembleur comme votre CPU va l'interpréter. Si vous trouvez un FFE4 qui, je crois, est un jump ESP, bah, attention qu'il n'y ait pas peut-être quelque chose en plus derrière qui va faire que ça va être interprété d'une autre façon. Et enfin, de l'exécution symbolique, c'est possible pour résoudre des challenges, Anger, Manticore, etc. Et vous avez même des outils de souvenirs qui vous font des rob chains automatiquement. Aujourd'hui, je pense que ça existe, mais j'en suis pas sûr. Alors voici un exemple pratique. On va prendre un exemple très simple. Vous avez un get, donc c'est vulnérable, avec un buffer de 64 en entrée.
Alors voici par contre comment je le compile, c'est important. Votre compilateur, fno PIE, no PIE pour enlever la protection PIE, fno stack protector pour enlever les canaries, M32 pour se mettre en architecture 32 bits, et c'est tout. Pourquoi on fait ça? Parce que le canary, eh bien, de souvenir, ça a quand même 16 millions de possibilités, on n'a pas envie de brute force comme des fous, on est là pour apprendre. Et no PIE parce que ça randomise même les attaques, enfin ça randomise les adresses dans .txt, dans .text, etc. Donc c'est assez compliqué à contrer et là il nous faudrait un peu plus de temps. Mais de souvenir c'est possible, hein, c'est pas si compliqué. Il faudrait juste liquer une adresse de .text, une adresse de .plt ou ce genre de choses. Alors de souvenir c'est le segment, hein, c'est l'adresse de base du segment qui est randomisée et pas la section. Bon, faut vérifier, mais ça peut se bypasser, mais c'est un peu plus chiant. Alors on commence directement, bon bah check sec pour vérifier qu'on a quand même bien fait notre travail. Et on lance GDB en quiet avec la première commande qui est set disassembly flavor Intel, qui nous permet d'avoir la syntaxe Intel qui est vachement meilleure que celle de AT SPRLUT. Et ensuite on va désassembler la fonction vuln, parce qu'on a vu, comme vous voyez précédemment, que c'est la fonction vuln qui est vulnérable. Alors là, vous comprenez maintenant un peu plus l'assembleur, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites un sub ESP avec une valeur, en fait, vous agrandissez la stack. Bref, notre stack est de 84 octets. Nous, c'est pas gênant. Ce qui nous intéresse, c'est le load effective address. Alors, je pense que je mettais tout au début, hein, on met bien l'adresse dans EAX. Donc, c'est pas du déréférencement, hein, j'ai dit vraiment de la merde. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et on va juste faire un get de EAX. Voilà. Et à EBP-0x48. Alors BP, vous le savez, il est au-dessus. Quand vous faites moins, vous allez descendre. Donc vous allez vous rapprocher de ESP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre stack, pour arriver jusqu'à EBP, elle fait 0x48. Alors on le sait hein, de manière statique, ça c'est pas trop un souci. EBP moins 0x48, bah 0x48 ça fait 76, 72 pardon. Oui c'est bien ça, ça fait 64 plus 8. Et ensuite, vous avez EBP qui, lui, prend 4 octets, donc on rajoute 4, ce qui fait qu'on a 76 octets à écrire dans la stack avant d'arriver à EIP. Parce que vous le savez, maintenant, EIP se trouve juste avant EBP. Et donc, vous avez juste à faire, nous, ici, dans mon exemple, je fais un breakpoint sur la fin de la fonction. Je run avec 76 grands A et 4 grands E. Et ce que je veux, bah, c'est que dans ma première valeur dans ESP, j'ai bien 4 grands E. Alors on le voit, on fait un x 16x ESP et on voit que j'ai 45, 45, 45, 45. Ce qui correspond en fait à mes 4 grands E. Ici, ce que vous devez comprendre, hein, c'est que j'ai break sur ret. J'ai fait un breakpoint sur ret. Donc ret, comme je vous le rappelle, c'est pop EIP. Donc on va prendre la première valeur sur la stack, on va la mettre dans EIP. Et là, en l'occurrence, quand j'arrête à ce moment-là du programme et que je regarde ESP, quelle est du coup la première valeur sur la stack? Eh bien, c'est bien mes 4 grands E. Ce qui veut dire que la prochaine instruction va être exécutée sur cette adresse. Évidemment, je l'ai pas, elle n'est pas adressée à mon programme, du coup ça ne marchera pas, j'aurai des problèmes mémoire. Mais ça veut bien confirmer qu'on a déjà un genre de padding, hein, on a notre junk, on a ce que vous voulez, on sait comment réécrire EIP. Et ça c'est le plus important. Alors maintenant, on va faire notre read to PLT, pour ça on a besoin de quelques informations supplémentaires, notamment où se situe puts sur got.plt. Alors là on voit avec obj dump grand R qui est en fait la table des relocations, eh bien on voit où se situe puts. Et dans GDB, quand on demande à qui appartient cette adresse, à quel symbole appartient cette adresse, eh bien c'est bien put sur got.plt. Qui pointe, en l'occurrence ici, je pense, alors oui, alors vous le voyez, hein, c'est 08 40 04 90 46. C'est un peu avant post.got.plt. Pourquoi ça? Eh bien, je vous le rappelle, c'est pour la relocation. C'est-à-dire que là, on l'avait même pas appelé une fois quand j'ai débugué le programme. Voilà, très important. Ensuite, tirer grand D avec un grep put, c'est-à-dire que là, on va désassembler le programme, enfin la dernière section ptloads en général, et on regarde. Je vois où se situe mon put cette PLT, donc 0804 90 40. Et je vois bien que la première instruction, c'est un jump sur god.plt. Alors, comme vous le voyez, c'est un jump à l'adresse référencée par ça. En l'occurrence, l'adresse, comme vous le voyez, eh bien, c'est notre relocation, donc ça ne marchera pas au début.
Ça va en fait comme je vous l'ai dit, trouver l'adresse et ensuite ça va l'exécuter. Donc aucun souci à se faire dessus. Et ensuite on fait Rob Gadget, comme je vous ai présenté précédemment, et on va chercher surtout un registre, un gadget pop ret, tout simplement. Là j'ai pris popbx ret. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, je vais exécuter puts. Alors, je crois que je l'ai marqué juste après, exact. Ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter puts de puts. Ouais, ça fait assez bizarre, mais c'est pour comprendre le concept. J'appelle puts. Je sais il a été exécuté au moins une fois dans le programme. J'appelle puts et je lui donne un argument puts sur la god.plt. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais afficher l'adresse contenue, la valeur contenue à l'adresse de puts at god.plt. Et j'ai besoin de ce popbxret. Pourquoi ça? Parce que, comme vous l'avez vu, j'ai mis quelque chose dans ma stack, qui est mon argument. Là, je pense que j'ai mal fait ma stack, mais c'est pas très grave. Au début, vous allez appeler push, tout simplement. Puts. Vous allez appeler puts à god.plt, puts at plt vers pour puts at plt pour puts at god.plt. Il a un argument, et quand vous allez pousser cet argument en mémoire, bah, il va falloir l'enlever. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Vous le voyez à droite. Tout en haut, vous avez puts at plt, qui est la fonction qu'on va appeler. Vous avez ensuite comment ça s'appelle? Le retour. Donc ça, c'est ma sauvegarde de EIP. L'argument puts at code.plt et la fonction vuln qui va faire en fait notre read to main. Ça veut dire qu'une fois en fait que j'ai terminé de rentrer dans la stack, que j'ai terminé plutôt de faire puts at plt, et ben, je vais revenir sur ce popbx ret et popbx il va enlever l'argument, ok, le premier argument, et ensuite on va faire ret sur vuln.text, vuln sur texte. Et de là en fait on va pouvoir exécuter du code. Là il faut essayer vraiment de prendre un peu de temps, de se poser dessus, de comprendre. C'est un peu compliqué. Et alors on va faire le jeu, hein. C'est que si vous avez deux arguments, vous devez trouver un gadget qui fait pop truc, ret. Si vous avez trois arguments, pop truc, ret, etc. Ou alors vous avez un sub ESP ou A2BP ou n'importe quoi. Alors maintenant on va créer directement notre payload parce qu'en fait on a déjà tout ce qu'il faut. C'est incroyable mais vrai, on a déjà tout ce qu'il faut. Alors j'utilise Python 3 avec PwnTools parce que c'est un framework, c'est un module Python qui est absolument génial pour ce genre de cas pratique. Je rajoute comme vous le voyez, on fait quelques trucs au début, c'est pas très grave. Je rajoute trois adresses popbx, putsatplt et putsatgot, qui sont les adresses que j'avais déjà données. Et je fais mon attaque de read to plt. Donc A fois 76 parce que la fonction get, et on réécrit la stack. J'ajoute comme prévu putsatplt, popbx, putsatgot et les symboles de vuln. Donc comme vous le voyez, c'est la même chose. C'est absolument la même chose. Je l'ai écrit de la même manière. Vous savez que on écrit vers le bas. Bon, là, j'écris quand même vers le bas, mais c'est la même manière. Puts, pop, got.plt et vun, et là, on a la même chose sur cette ligne de read to plt. Et ensuite, je l'envoie et je receive eh bien l'adresse de puts sur la libc cette fois-ci, parce que got.plt contient l'adresse d'une fonction sur la libc. De là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai une adresse de la libc. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une adresse de la libc? J'ai l'adresse de puts. C'est pas forcément l'adresse la plus intéressante, mais moi ce que je veux c'est l'adresse de système et d'autres adresses encore. Et bien c'est ce qu'on va faire. On récupère déjà les premiers bytes de puts sur la libc. Donc on récupère son adresse sur la libc. Et maintenant que je l'ai, je vais pouvoir calculer où se situent les autres composantes sur la libc. Alors au début de chaque ligne, là, des trois lignes que vous pouvez voir, on a puts underscore libc moins libc symbols de puts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends mon adresse qui a été loadée, qui est loadée là en libc, donc put sur la libc, je prends l'adresse effective, l'adresse réelle, virtuelle mais réelle, et je soustrais dans la libc eh bien, le symbole de put. Où se situe put? Donc si imaginons put, il est imaginons à l'adresse 40. Mais que moi, dans la vie réelle, il est à 08, 04, 90, 40. Ben, je vais vraiment soustraire à ce 08, 04, 90, 40, je vais soustraire 40. Et de là, je vais avoir en fait la base de la libc.
je vais avoir la base, l'adresse numéro 0. En ayant cette adresse 0, cette adresse de base, je vais ajouter l'adresse de système dans les symboles de ma libc, ce qui va faire que je vais retomber sur l'adresse de système. Alors j'espère que vous avez compris, mais c'est important de le comprendre. Moi j'avais un peu galéré dessus au tout début. Ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est qu'on revient à l'adresse de base et on va chercher directement l'adresse de système. On va prendre l'offset de système et on va tomber dessus. On fait pareil pour trouver binsh et setuid parce que nous on veut se mettre en route, on veut changer nos privilèges. Alors après on les affiche, il n'y a pas de souci. Et après je fais mon read to libc. Read to libc, donc pareil, je sais que je suis revenu dans vuln, donc je fais mon get, je fais un setuid de 0 avec le fameux popupbx. Et après, je fais un système de binsh avec pareil mon popupbx. Et tout simplement, j'envoie ça, j'envoie ma commande, je fais r.interactive, donc le processus.interactif, qui va en fait nous charger un shell interactif, et on va l'exécuter. Donc je l'avais déjà fait à l'époque. ID au tout début, j'ai bien uid égale 1000. Je lance mon exploit. J'ai bien tout ce qui se passe, qui se passe comme prévu. Donc j'ai puts sur la libc, j'ai système, binsh, setuid, etc. Je fais mon read to libc, mon read to pellet, tout ce que vous voulez, et à la fin je fais id, j'ai bien uid égale à 0. Et je peux même le prouver en affichant le nombre de lignes de etc shadow. Donc là vous avez un exemple vraiment concret de ce que c'est qu'un return oriented programming. J'ai utilisé le code de l'application contre lui-même. Comme vous le voyez, je n'ai pas ajouté de code, non, je l'ai réutilisé. C'est pour ça qu'on appelle ce genre d'attaque une code reuse attack. Vous réutilisez le code de l'application contre elle-même. Dans la vie réelle, alors il y a eu quelques fails sur cette diapo, hein, les deux du milieu notamment. Dans la vie réelle, alors il n'y en a pas. Malheureusement, il y en a très très peu. Comme je vous l'ai dit, c'est comme 2007, hein, on est comme sur une attaque assez vieille. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des choses à base de heap, hein, à base de mauvaise gestion de heap. Ou alors, comme en 2021, là, celle en bas à droite, un integer overflow dans Linux. Alors, au cas où, je crois que le nom de la faille c'était Sequoia. Mais bref, vous avez des exploits qui existent. Pour du ROP, c'est très rare. Avec les nouvelles protections PIE, etc., vous n'en aurez pas. Mais vous aurez peut-être des variantes qui existent. Et on va les voir juste après. Pour aller plus loin, alors je vous ai parlé de control flow attacks. Vous avez aussi le Red2CSU qui est assez connu en CTF, le Red2DL Resolve, Red2Register, du stack pivoting, ESP lifting, frame faking, shell coding, off by one, out of bound et des race conditions. Et vous en avez sûrement encore plein d'autres, mais bref, ça c'est ce qu'on a pu répertorier comme générique. Vous allez peut-être trouver demain un nouveau moyen de détourner le code, mais qui ne sera pas listé ici. Tout ce qu'il faut, c'est quand même comprendre le programme, comprendre l'assembleur en profondeur, et là vous pourrez peut-être comprendre le format de fichier et l'assembleur, et en comprenant ces deux parties-là, vous allez pouvoir créer en fait vos propres attaques, ou peut-être plutôt vous adapter plus facilement à un programme vulnérable. Ensuite, les codes reuse attack. Donc je vous ai présenté le ROP, il y a aussi le job ou top, c'est avec des jumps hein, au lieu des ret. Quand vous faites un pop bx ret, ben, là c'est pour ça qu'on appelle du return oriented programming. Si vous avez des jumps, hein. Pareil pour le cop, c'est des calls. Donc au lieu de faire un jump, vous allez faire un call. Loop, c'est pour une loop, mais j'ai pas lu le papier parce qu'il n'est pas trop disponible. Pure Call Oriented Programming, ça c'est pour du bypass de CFI. Counterfeit Object Oriented Programming, c'est tout ce qui va être relié au C++, au VTables, enfin Virtual Tables, etc. Data Oriented Programming, je ne sais pas. Pareil que Block Oriented Programming, je ne sais plus. Blind Return Oriented Programming, eh ben, c'est comme ce qu'on vient de faire, sauf que là, vous n'avez pas accès au programme. Voilà, c'est en blind. Just-in-time Return Oriented Programming, c'est lorsque vous allez dumper, euh, imaginons toute la section de point texte en live. Donc ça, c'est très bien que vous avez PIE en face. Vous essayez de trouver un pointeur sur fonction que vous pouvez afficher. Et ben vous le faites, faites afficher tout point texte, tout point code.plt, etc. Et ben ça marche super bien. Toute sa mémoire en fait. String Oriented Programming, c'est tout ce qui est relié au format string bug. SIG-return Oriented Programming, donc c'est basé sur le syscall SIG-return sur Linux. CPROP, je ne sais plus. Et Property Oriented Programming, je ne sais pas non plus. Et il y en a sûrement d'autres, hein. Après, ça reste surtout des sujets de recherche parfois,
vous aurez très peu de cas comme ça dans la vie réelle. Vous aurez plus du JTROP, qui est vraiment connu, ou du BROP, BrainROP, mais sinon vous n'aurez pas beaucoup d'autres choses. En termes de mitigation, donc en remédiation possible aujourd'hui, plutôt en protection, vous avez ASLR et DEP que je vous ai présenté juste avant. PIE, PIC pour la randomisation de pas mal de sections ou de segments. SSP qui est le canary, que nous on a désactivé. DCFI, donc Control Flow Integrity, vous avez le Control Flow Guard, ACG, CIG, je sais plus ce que ça veut dire, c'est sur Windows. Très intéressant parce qu'en fait vous allez aller encore plus loin dans les protections. C'est des trucs qui peuvent vous dire, bah non, en fait je change tous mes registres, à chaque exécution c'est un nouveau registre. Ça sera plus EAX, ça sera EBX. Et alors là, votre chain, si vous pensiez qu'avec un leak vous allez pouvoir y arriver, bah en fait non, il faut vraiment tout leaker et tout refaire en runtime. Et là, c'est une galère sans nom. Intel CET, depuis 2016-2017 sur GCC, les hardware compatibles, avec la Shadow Stack qui vous empêche de faire du ROP ou n'importe quoi, parce qu'en fait, dès que vous allez faire un RET, bah lui, il a une table de RET prédéfinie, si vous n'êtes pas dedans, vous êtes mort. L'indirect branch tracking, et lui, c'est plus pour contrer les attaques de type jump et call oriented programming. Relocation en read-only, donc là, vous allez juste empêcher de réécrire dans la relocation, parce qu'en fait, cette section God.plt est en écriture, mais au tout début. C'est-à-dire avant qu'on fasse un premier appel. Mais ensuite, c'est plus possible. Donc là, ça vous la fixe en read-only directement. Fortify, qui permet de souvenir de protéger quelques fonctions en C, et ensuite des protections sur SEH, hein, qui sont les structures d'handler, d'exception handler sur Windows. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. J'espère que surtout que vous avez appris quelque chose, que vous avez peut-être renforcé des connaissances. Et sur ce, je vous dis juste à la prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Au revoir.